Alors, on en a déjà parlé un peu hier. Ce qu'on va regarder, alors je remets le vrai titre de la présentation, c'est Régulation naturelle et plantes de service en grande culture. Les plantes de service sont beaucoup travaillées en culture spécialisée et en culture pérenne, avec des succès, alors qui ne sont peut-être pas tous passés en production, mais en tout cas des systèmes qui fonctionnent. Et du coup, on peut se poser la question, pourquoi en grande culture, il n'y a presque rien ? Il y a le mélange blé-maïs pour diluer les dégâts de topin, mais on détruit le blé avec un herbicide. Il y a les bandes fleuries, les bandes enherbées, mais est-ce que c'est des vraies plantes de service ou est-ce que c'est juste des réservoirs, des IAE? Bon, voilà. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est... faut des fois reprendre, quand on conceptualise, vous vous souvenez, reprendre les bases, même si ça paraît débile, et de regarder les conséquences. C'est quoi une régulation naturelle efficace? Le truc, c'est simple, c'est deux choses qui s'ajoutent où on fait que l'un ou que l'autre. C'est faire partir de la parcelle les bioagresseurs. Donc ça, c'est le système des plantes répulsives, des plantes réservoirs, les semis-décalés, l'évitement. On évite d'avoir le ravageur sur la parcelle. Et puis, c'est faire venir dans la parcelle les ennemis naturels. Est-ce que c'est des auxiliaires? Je ne sais pas. Ennemis naturels, pas d'impact économique, en gros. C'est la définition biologique. Nous, ce qu'on appelle auxiliaire, c'est en plus, on a un impact économique. On améliore le rendement de la culture. Faire venir ça dans la parcelle, c'est arrêter les phytos. Faire des IAE, des aménagements pour avoir des réservoirs, voire utiliser des plantes de service, des plantes fleuries par exemple, pour faire venir les auxiliaires dans la culture. Donc tout ça là, ça suppose, j'ai dit, une augmentation du niveau de biodiversité. Ça, c'est pour être sûr d'avoir l'ennemi naturel au ravageur qu'on va avoir. Si on met que pour avoir des auxiliaires du puceron et qu'on a du trips, c'est foutu. Donc il faut des trucs qui à la fois apportent les ennemis naturels du puceron et du trips, et de toutes les autres bêtes que vous recherchez à éloigner. Donc ça, c'est aménagement, diversité des cultures, c'est forte limitation des produits phytosanitaires, on l'oublie un peu souvent. Il y a des gars, des fois, ils m'ont demandé, alors il faut faire quoi pour les solutions fondées sur la nature et tout, vous en connaissez, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, déjà, on arrête les phytos. Ouais, mais non, mais des solutions. Déjà, si on arrête les phytos, ce sera déjà pas mal. C'est un truc qu'on oublie un peu. L'État, il nous dit faites des méthodes alternatives, mais d'un autre côté, il ne fait rien pour interdire vraiment les produits problématiques. Bon. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Alors le producteur, hier, il en a parlé. Il a dit que lui, il avait fortement réduit ses produits phyto qui étaient passés sur des applications raisonnées, etc. Mais ça, c'est un prérequis. Déjà, rien qu'en faisant ça, sans faire d'aménagement ni rien, on augmente déjà notre niveau de biodiversité. Et puis après, c'est une capacité à modifier, manipuler, contrecarrer les flux spontanés des organismes. Spontanément, un ravageur, il va aller sur sa culture, sur sa plante hôte préférée, et il ne va pas aller à côté. Spontanément, un auxiliaire ne va pas venir dans une parcelle s'il n'y a pas sa proie. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est contrecarrer ça. C'est que le ravageur, il n'aille pas dans la culture et qu'on fasse venir les auxiliaires alors qu'il n'y a pas le ravageur. Et là, j'ai mis 3 trucs. Composition floristique, les surfaces parcellaires, avoir des surfaces petites qui permettent d'avoir toute la surface de la parcelle couverte par un déplacement spontané, et puis l'utilisation de plantes de service. Ça, c'est les relais, c'est les oasis dans le champ qui permettent aux auxiliaires de rentrer à l'intérieur. Ça va? Vous voyez que je vous pose des questions. Alors, les plantes de service sont facilement utilisables en culture spécialisée et culture pérenne. C'est peut-être pour ça que c'est dans ces filières-là qu'elles sont le plus travaillées, enfin qu'elles sont beaucoup travaillées en tout cas. Pourquoi? Facilité d'apport d'un pot dans une culture. J'ai une culture de hors-sol, j'ai plein de pots. Bon, je retire un pot de ma culture, je mets un pot de plantes de service. C'est simple. C'est pas grand-chose à faire. Et puis, les surfaces sont en général petites. Nous, en pépinière, avoir des surfaces d'1 hectare, c'est déjà grand. Donc, c'est plus facile d'aménager l'intérieur d'une parcelle quand elle est petite que quand elle fait des dizaines d'hectares.
Donc en grande culture, la taille des parcelles, la grande taille des parcelles fait que les IAE ne sont efficaces que dans le pourtour. Ça, on le voit dans toute la littérature, dans les méta-analyses et tout. On voit les courbes descendantes en 1 sur x, voire 1 sur exponentielle de x, ce qui est quand même assez gigantesque, hein, 1 sur exponentielle de x. Ce qui fait qu'on a des efficacités sur quelques mètres, quelques dizaines de mètres et pas plus loin, quoi. Donc ça veut dire que si le champ il fait plus de en gros 50 mètres de large, au milieu, vous n'avez pas d'effet de vos IAE. En tout cas, pas d'effet direct de vos IAE. Et puis il y a la mécanisation. Donc les deux sont liés, hein, quand même. Hein. Mais la mécanisation d'un côté, parce que le chiffre d'affaires par hectare est faible, donc on cherche à augmenter, enfin à baisser les charges en ayant une mécanisation plus importante pour réduire les temps de travaux. Et du coup, ces deux choses font qu'on a des trucs gros qui sont adaptés à des grandes parcelles, mais qui ne sont pas adaptés à faire des petits trucs. Là, les bandes enherbées hier faisaient 5 mètres de large. On peut imaginer de faire la même chose à 1 mètre de large, hein. Ce serait largement aussi efficace. Il perd moins de SAU, et il n'a pas le matériel pour le faire. Parce qu'il a une entreprise adaptée à des grandes parcelles. Donc ça, c'est des freins pour la mise en place du système plante de service. Alors, quelques exemples en culture ornementale. Donc ici, c'est chez des producteurs. Et puis ici, c'est sur la station. Là, vous avez ce qu'on appelle une plante anémophile. Donc une plante qui va libérer son pollen, qui tombe sur les cultures, qui entretient des acariens prédateurs qu'on lâche. Donc au lieu de faire un lâcher toutes les 3 semaines, on fait un lâcher au début, et après c'est le pollen de ces plantes-là qui entretient les acariens, et qui permet de protéger la culture contre les phytophages. Donc on réduit les coûts de la lutte biologique. Là c'est des potentilles, donc c'est un peu l'équivalent des bandes fleuries, sauf qu'il n'y a pas de ressources de viande dessus, il n'y a que du pollen et du nectar. Les auxiliaires ne peuvent pas se reproduire dessus, mais ça attire les cirfes, les chrysopes, les thrips prédateurs, les orius, qui viennent sur les fleurs, et puis quand elles ont besoin de pondre, elles vont à côté. Et à côté, c'est quoi? C'est ma culture. C'est pour ça qu'il est important qu'on ait quand même les plantes de service, à part exception, c'est quand même important qu'elles soient très proches de là où on veut qu'il y ait le service. Donc ça veut dire que idéalement, vous allez voir, les bandes fleuries, il faudrait les mettre au milieu des champs, pas au bord. Hein. Là, vous avez une plante piège à Hauturinque, alors ça c'est bien, ces trucs de feignants. Si vous voulez travailler sur un truc de feignant qui marche bien, vous prenez un ravageur qui a un cycle annuel d'1 an. Là, les pucerons, c'est un cycle très très court, les acariens, c'est un cycle très très court, c'est chiant, il faut faire plein d'interventions. Là, c'est 1 an. Donc vous posez votre plante, les femelles Hauturinque, parce que c'est les larves qui mangent les racines et qui tuent les plantes. Hein. Les femelles viennent, pondent là-dedans, les larves se développent là-dedans pendant 1 an, et à la fin de la saison, vous prenez votre plante et vous la foutez au compost. Et c'est fini. Donc ça, c'est moins cher que le phyto. Et c'est aussi efficace que le phyto. Voilà. Et puis là, vous avez le même principe pour les alerodes. Alors là, on fait une intervention par an parce que le cycle, c'est une génération par an. Là, c'est une génération en 3 semaines. Il faut faire une intervention toutes les 3 semaines. Et là, il faut effeuiller. Donc, vous voyez, là, c'est facile à faire. Vous voyez, le producteur, là, il a ses petits pots de poinsettia. Il a écarté un peu, il a mis ses aubergines dessus. C'est un truc simple à faire. Vous imaginez de faire ça en champ de blé? Alors, si on prend une présentation un peu différente qui pourra vous aider pour cet après-midi, ce qui s'appelle les arbres à problème, si je pose la question, pourquoi un usage difficile en plante de service? Donc c'est pareil, ça sert un peu à conceptualiser. En bas, je vais pouvoir mettre les causes. Donc on a vu une petite parcelle, des grandes parcelles vont faire qu'on n'a qu'un effet bordure. Si on avait des tout petits champs, les IAE, c'est bon, on n'a pas besoin de faire beaucoup plus. La mécanisation qui entraîne des parcelles plus grandes, mais qui entraînent aussi des associations culturales difficiles. Dans les semoirs, il faut que les graines, elles puissent, enfin si on a grosse graine, petite graine, il faut des semoirs adaptés pour pouvoir semer les deux à la fois. Il faut le tri des semences au moment de la récolte et tout ça. On va avoir aussi le faible chiffre d'affaires par hectare qui va réduire fortement le nombre d'interventions possibles dans le champ. Donc je ne peux pas aller toutes les 3 semaines intervenir sur mes plantes de service. Il faut des trucs où je le mets au début et puis je ne fais rien pendant toute la culture. Donc ça, la conséquence, c'est que la baisse de la SAU, c'est une baisse du chiffre d'affaires et c'est inaccessible.
C'est inacceptable, et il l'a bien dit hier, hein, la baisse de la SAU, bah, lui il a pu le faire, mais pas tout le monde, quoi. Et puis après il y a du réglementaire, alors là je m'y connais moins, mais sur internet on voit des fois que les réglementations PAC font que les mélanges des associations ne sont pas possibles ou des trucs comme ça. Donc là si on regarde, soit quand on est face à cette question, si on veut résoudre ce problème, soit on peut agir là en retirant une cause. Donc là, je vais aller manifester devant le ministère pour qu'il y ait des primes aux agriculteurs pour augmenter le chiffre d'affaires. C'est un moyen pour favoriser les méthodes alternatives. Ou il y a des causes que je ne peux peut-être pas supprimer, hein, genre la PAC. Là, on est reparti pour je ne sais pas combien d'années, c'est négocié tous les je ne sais pas combien de temps. Là, je ne peux rien faire. Donc du coup, je vais regarder les conséquences et puis je vais voir si je peux agir pour empêcher la conséquence. Est-ce que je peux empêcher cette conséquence-là? Il faut mettre les IAE dans les parcelles. Ou sinon, je fais une association culturelle. Mais si je fais une association culturelle, il faut que je fasse gaffe à avoir des tailles de graines égales, ou bien, et que je peux vendre les deux à la fois, ou d'autres trucs, des plantes à hauteur totalement différente, de manière à pouvoir récolter que le haut et pas le bas, ou inversement, des choses comme ça. Ok, donc ça c'est des pistes de réflexion. Et puis si on prend une parcelle classique, là, ça c'est un schéma que j'avais déjà présenté, je ne sais plus quand. Anna, elle m'a dit « Ah, c'est quoi ce schéma pourri, c'est moche !» J'ai dit « Oui, mais c'est un document de travail. » Là, si je prends, alors là, RNG, régulation naturelle due aux auxiliaires généralistes, RNSP, régulation naturelle due aux spécialistes. Vous avez votre parcelle, je suis un bon élève, je mets une haie, je mets une bande fleurie. Je suis un bon élève, hein. Bon, j'aurais pu mettre une bande fleurie aussi là. Mais on a dit, là j'ai une efficacité pour un producteur de quelques mètres, quelques dizaines de mètres, là et là. Là, j'ai rien. Et si je regarde là, j'ai mis régulateur naturel généraliste ici égal à 1. Donc là, j'arrive à avoir de l'efficacité de généraliste. Là, j'arrive à avoir les deux. Les fleurs, ça peut attirer des spécialistes comme les CIRF. Donc là, je vais avoir, j'ai mis 2 sur les spécialistes. Et puis au milieu du champ, les généralistes, ils ne vont pas y aller. C'est trop loin. Et puis les spécialistes, par contre, eux, ils peuvent y aller s'il y a des foyers. S'il y a des foyers, il y a des dégâts. S'il y a des dégâts, il y a des baisses de rendement. Donc là, en gros, j'ai fait des choses agroécologiques sur mon bord de champ. Et là, je ne change absolument pas ou presque pas la situation au milieu de mon champ. Je caricature, hein, c'est toujours, c'est des modèles, donc c'est des simplifications. Si je prends exactement la même SAU, donc là je prends la même SAU, vous avez vu là j'ai gommé de manière artistique ma bande fleurie en haut. Et puis au lieu de mettre les fleurs dans une bande fleurie, j'ai mélangé la culture. Alors c'est un truc idéaliste, hein. Mais dans mon blé, le mélange blé-pois c'est ça, hein. Mais on peut imaginer autre chose que du pois. On pourrait mettre autre chose. À des densités pas énormes, hein. Nous les plantes fleuries c'est une tous les 8 mètres. Une plante tous les 8 mètres. Et ça marche sur les chrysanthèmes, ça double le niveau d'auxiliaire dans les parcelles. Donc on n'a pas besoin d'avoir une énorme densité de fleurs, on n'a pas besoin de faire du 50-50, on peut faire du 95-5, hein, largement. Après, c'est le problème, c'est ces fleurs, est-ce qu'elles vont se ressemer dans le champ, est-ce qu'elles vont passer dans la moissonneuse-batteuse, est-ce qu'il va y avoir des problèmes de tri de graines et tout ça. Et tout ça, on a vu avant. C'est des questions qu'il faudra qu'on se pose. Et puis, ma bande enherbée, là, qui est au pied de ma bande fleurie, donc, parce qu'une bande fleurie, il y a les fleurs, mais il y a aussi de la végétation en bas, qui fait un peu office de bande enherbée, je vais la mettre au milieu de mon champ. Ça me suppose un petit semoir. Ça suppose que quand je fais mon semis de ma culture, après je fasse le semis de ma bande enherbée. Je la détruis à chaque fin de culture, je m'en fous, hein. C'est juste un truc transitoire pour que mes auxiliaires du sol puissent rentrer à l'intérieur. Parce que de toute façon, après, une fois que j'ai la canopée suffisamment grande, j'ai plus besoin de ça. Donc là, on peut imaginer un truc, et puis si on tient le même raisonnement avec les mêmes distances, là, on arrive à avoir sur l'ensemble de la parcelle une régulation naturelle. Je n'ai pas changé ma SAU. Par contre, j'ai plus d'intervention, j'ai du matériel spécifique et j'ai des problèmes d'association de culture. Ok ? Alors ça, c'est comment éviter la question, comment on peut résoudre la question à l'échelle d'une parcelle. Ce qu'on a vu hier, c'est qu'on pouvait faire ça à une autre échelle. Et si on regarde un peu ce qui existe, ce qu'on peut trouver, c'est travailler déjà. Alors c'est ce que je dis, c'est
Un agriculteur qui veut commencer à faire des choses, il ne faut pas lui dire bon, bah, tu vas passer de rien à l'optimal en agroécologie. Il n'y arrivera pas, il faut y aller étape par étape. Et puis il y a des choses faciles à faire et qui n'ont pas les impacts sur la taille de la SAU, etc. Genre les bords de champ. On en parlait beaucoup hier dans le webinaire. Là, elle montre bien, Pauline, que le moment de la fauche conditionne énormément le nombre d'auxiliaires qu'il va y avoir dans ces bords de champ et qui vont migrer dans les parcelles, en particulier les araignées. Et les araignées, à mon avis, c'est un truc super important qu'il va falloir qu'on travaille plus parce qu'une araignée, ça se propage loin dans les parcelles. Et puis, c'est actif quand d'autres ne sont pas actifs. Et nous, ça fait 3 essais qu'on fait où on regarde l'efficacité des araignées et on a des efficacités fortes. Hein. On peut se dire, une araignée, c'est là, ça ne bouge pas, ça mange son petit truc et puis ça n'a pas d'impact. Non, on a des efficacités fortes quand même. Hein. Donc ça ne demande pas grand-chose à part de décaler le moment de la tonte. Donc ça, c'est déjà un premier point. Après, il y a la composition et le moment de la taille des haies. On en parlait aussi hier. Si on taille les haies au mauvais moment, on va éliminer les hyménoptères chasseurs dans les tiges rubicoles. Donc il faut faire gaffe à ces trucs-là. Après, il y a les cultures associées. Donc ça sert à diluer les dégâts. Donc c'est le principe d'Arvalis blé-maïs. Je rajoute du maïs pour que ma larve de topin, elle ait du maïs au-dessus d'elle, plus de maïs au-dessus d'elle, plus de blé au-dessus d'elle que de maïs. Donc, statistiquement, elle va plus attaquer le blé que le maïs et je réduis mes dégâts sur le maïs. Si j'ai que mes rangs de maïs et que ma larve de topin au milieu, elle va aller chercher la racine de maïs. Parce que si j'ai maïs, blé, maïs, elle va trouver le blé avant le maïs. Mais ça dilue les dégâts, ça ne fait rien sur la population générale. On ne tue pas la population de topin. On peut attirer les auxiliaires donc avec les mélanges blé-pois par exemple pour les parasitoïdes et puis par contre on a les problèmes, on en a déjà parlé, et on a la gestion supraparcellaire. Donc là on va raisonner à l'échelle de l'exploitation ou d'un territoire. Il y a plusieurs choses possibles. Donc il y a les semi-synchrones pour diluer les dégâts. Donc ça c'est fait pour les oiseaux, enfin ça peut être fait pour les oiseaux, les corbeaux, corvidés sur semences de maïs tournesol. Si tout le monde sème en même temps sur un territoire, il y a plus de surface au bon stade mangeable par les corvidés et du coup on dilue les dégâts. Si on fait un champ, puis la semaine d'après un champ, puis la semaine d'après un champ, on concentre tous les corvidés sur le même champ qui vont détruire le premier champ, la semaine d'après le second, la semaine d'après le troisième. Mais ça suppose une gestion territoriale. Et puis il y a l'utilisation de la parcelle voisine pour favoriser la parcelle, c'est-à-dire au lieu de mettre un IAE, j'utilise la parcelle voisine. Ça a été montré, alors je ne sais plus l'étude, c'est Corentin Barbu, je crois, qui en parlait, que faire colza betterave favorise la betterave. Alors c'est toujours pareil, c'est sur la marge des champs, hein, ça ne va pas aller jusqu'au milieu du champ de betterave, mais on va avoir à cet endroit-là, le colza joue le rôle d'IAE, ou de plante fleurie pour la betterave. Ok. Donc, on en arrive à la gestion territoriale. Et à se dire, à cause de toutes les contraintes qu'on a vues avant, il y a des choses qui peuvent être faites à l'échelle de l'exploitation, mais il y a aussi des leviers très importants et majeurs. Ça, par exemple, c'est très efficace, mais ça demande obligatoirement une gestion territoriale. Ça ne peut pas être fait à l'échelle d'une exploitation, ça doit être fait à l'échelle d'un territoire. Pareil pour tes plantes pièges, c'est obligatoirement à l'échelle d'un territoire. Donc on a déjà vu 2 exemples dans le RMT. Donc il y a l'utilisation des couverts hivernaux pour favoriser les parasitoïdes des pucerons du blé d'hiver. Donc c'est des travaux menés sous la direction de Johan Van Baaren de l'université Ecobio à Rennes. Il y a un webinaire en ligne là-dessus où elle utilise justement les couverts hivernaux en rajoutant des plantes spécifiques. Alors il y a sarrasin, moutarde, il y en a peut-être une troisième, qui permet de nourrir les parasitoïdes pendant tout l'hiver, ce qui permet de contrôler les pucerons sur le blé à côté, sur la parcelle de blé d'à côté, la parcelle de blé d'hiver. Et apparemment pour elle ça marche bien. En plus c'est intéressant là-dessus, elle parle aussi du changement climatique, du changement des cortèges de parasitoïdes, avec les parasitoïdes dominants et dominés. On ne sait pas, mais il y a des espèces qui dominent les autres, tout, c'est amusant.
Et puis, il y a la piste sérieuse. Une piste sérieuse, c'est ce qui a été fait dans R2D2. C'est utiliser les cultures hors culture de rente. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, intermédiaire, interculture, intermachin. Donc, c'est les cultures hors culture de rente. Je vais appeler ça comme ça. Pour favoriser la régulation naturelle dans les parcelles voisines des cultures de rente. Donc pour l'instant, ces cultures sont surtout travaillées pour la fertilité des sols, pour la qualité des sols, pour retenir l'azote, etc. A été rajouté du radis là pour faire piège aux altises, mais on peut élargir le principe et puis se demander, ok, altice, on a vu, parasitoïde, on a vu avec Johan, est-ce qu'on peut faire aussi des choses contre la bruche? Est-ce qu'on peut faire aussi des choses contre, je ne sais pas quel ravageur vous avez, etc. Mais partir de ce principe, de ce postulat, où je vais raisonner à l'échelle, enfin je vais raisonner non plus à l'échelle d'une parcelle en disant ma plante de service va faire ça, mais c'est ma parcelle de service va faire ça à la parcelle d'à côté. Voilà, voilà. Je crois que moi j'en ai fini. Alors Jean Masson, donc on l'a contacté pour faire une présentation, parce que moi j'avais déjà vu une de ses présentations il y a très longtemps, quand il était au début de son travail, enfin sur ce que je vais vous présenter, j'avais trouvé ça intéressant en termes de méthode de gestion territoriale. Il n'a pas du tout travaillé sur la régulation naturelle, vous allez voir, je vais vous montrer sur quoi il a travaillé, mais il a une méthode spéciale pour faire ça. Et sa méthode, c'est pas une méthode bisounours, c'est pas tout le monde s'entend bien sur un territoire, c'est génial et on y va, et c'est non, il y a des conflits, comment on gère ces conflits, et comment ces conflits alimentent le programme de recherche qu'il met en place. Après, on verra la gestion territoriale des bioagresseurs avec Sandrine. Et puis, alors, quand on cherche gestion territoriale sur les bioagresseurs ou la régulation naturelle, il y a 3 fois rien. Hein. On trouve rien, on trouve plein de choses sur plein de trucs, mais pas sur ça. Donc c'est intéressant de voir ce qui va être prévu. Et puis on a parlé tout à l'heure des associations de culture qui peuvent être un levier à l'échelle de la parcelle. Donc là, Céline nous présentera le projet ici-bas. Et puis Béatrice, pour son anniversaire, nous fait le cadeau de présenter ses travaux de régulation en systèmes maraîchers tropicaux. Sachant que là, on a toujours des fois des bonnes idées. Quand on change de filière ou de climat, des fois, il y a des trucs quand même à aller chercher. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Sur les semi-synchrones, là, pour limiter les dégâts sur le moment. Alors bon, oui, en effet, pour les oiseaux, j'ai déjà entendu ça, mais tu vois, par exemple, pour des limaces, ça marche pas, je suppose. Voilà, il y a trop de limaces. Oui, en plus. Enfin, donc c'est efficacité très ponctuelle selon les ravageurs. C'est sur un ravageur, oui. Après, sur on va le voir un peu avec les travaux de Jean Masson. Nous, on a tendance, alors nous, conseillers expérimentateurs et tout ça, on a tendance en majorité à travailler sur un problème ravageur, en oubliant un peu le reste. L'intérêt d'avoir la méthode qu'il a appliquée ou ce que vous avez fait, c'est de réunir tous les problèmes. C'est-à-dire à partir du moment où on fait intervenir la personne qui va mettre en place les experts, lui, ok, l'altise, c'est pas bon, mais il faut aussi voir tout le reste. Et pareil pour les semi-synchrones. Ok, mes corps vidés, c'est réglé, mais mon problème limace et tout ça, c'est pas réglé, il faut aussi que j'y réfléchisse.